Bienvenue à tous, ici Lamso, créateur du média West Fighting spécialisé boxe et MMA. Aujourd'hui, on reçoit un combattant professionnel de MMA aux multiples facettes. Il est connu pour être très souriant, très timide, très gentil. Mais d'un autre côté, il est surnommé le fauve casseur de cage. On reviendra sur son parcours, ses hauts et ses bas. Vous êtes sur West Fighting, aujourd'hui, épisode 1. Nous accueillons Jordan Zebo. N'hésite pas à activer la cloche pour de nouvelles exclusivités. Let's get it! Comment tu vas? Ça va et toi? Bien. Merci de nous accueillir. Merci à toi. Jordan, bonjour à toi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, première question, c'est comment Jordan? Comment tu vas? Donc je vais bien. Je m'entraîne 6 jours sur 7. J'ai le cadre qu'il faut, je me sens bien. Voilà, Ok, au top. nickel. Alors, est-ce que tu peux te présenter? On sait que tu es originaire de la Martinique. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire du MMA? Donc ce qui m'a amené à faire du MMA, donc en Martinique, j'ai toujours été passionné déjà de sport de combat. Ouais. Toujours depuis tout petit par la science du combat, la profondeur que ça apporte, tout ce que ça apporte mentalement et physiquement aussi. Donc, et ensuite, bien sûr, le fait d'avoir eu besoin de savoir me défendre en Martinique, bah, ça m'a fait avoir l'approche un peu réaliste et le côté nécessité qu'il y a dans le fait de savoir se battre et se défendre. Donc, bah, ça accentue encore plus cette passion-là et dans le sens pratique, vraiment. Et après, bah, voilà, j'ai voulu me mettre. Je savais que c'était ma vie que je voulais faire du coup. Donc, tu es un grand passionné des arts martiaux depuis tout petit. Mais en fait, ça sous-entend que la Martinique, c'est dangereux, en fait. Pas dangereux, un peu partout dans le monde, c'est important de savoir se défendre. Après, oui et non, dans le sens où ça dépend des endroits. Et c'est une belle île, vraiment. Moi, j'irais volontiers pour des vacances et tout. Mais voilà, peut-être par rapport à ma façon d'être depuis tout petit. Il y a des personnes plus que d'autres qui sont sensibles à ça. Moi, je sais que par rapport à d'autres personnes, j'étais quasiment jamais en paix. Et que après, en grandissant, il y a eu une période où vraiment directement, tout le monde me laissait tranquille, voire même tout le monde m'appréciait. Ça a changé du tout au tout, mais avant, vraiment, c'était une affaire de presque tous les jours. Voilà. Et pour quelle raison tu étais agressé? C'était pour peut-être... j'avais peut-être un physique déjà qui faisait que on se sentait à l'aise à venir m'agresser. J'avais le tempérament que les gens parfois n'aiment pas. La grande majorité des jeunes, quand ils voient quelqu'un au fond de la classe qui parle quasiment jamais et qui fait juste en sorte d'être toujours le plus sage, l'enfant le plus parfait, tu vois. Et qui est trop effacé limite. D'accord. Peut-être. Et puis bien sûr, j'avais toujours ce petit caractère à tout ce qui, pour moi, tout ce qui me va pas, quand je sais que je mérite pas quelque chose ou quoi, à directement le faire savoir. De la manière que j'étais très effacé pour certaines choses, mais quand il y a des choses qui ne m'allaient pas, j'étais très franc. La justice, peut-être. Et voilà. Et du coup, je pense que ça a fait des personnes me catégoriser en quelque sorte. Il venait à plusieurs sur toi et tout ça? Au début, non, mais après, ouais. Et ça a tout changé dans ma vie, on va dire. Et à partir du moment où tu as commencé les arts martiaux, ça a tout changé? Pas au moment où j'ai commencé. Il y a le moment où j'ai commencé où, voilà, je me faisais déjà agresser avant d'être en club. Ensuite, j'ai été en club avec du karaté et du judo en même temps. Ça m'a aidé, mais mon père aussi beaucoup m'a aidé parce que maintenant il est décédé, mais ça a été mon premier coach en vrai. C'est lui qui m'a enseigné la discipline de manière générale et les sports de combat, les arts martiaux. Et vraiment, il m'a beaucoup aidé, le club aussi ça a aidé. Et surtout, c'est là à force de vivre les scènes, les scénarios et tout, ça a fait que je m'habitue et limite, je prenais goût à ça. Et du coup, je savais que c'est bon, là, je vais faire ça de ma vie, mais avec des personnes plus fortes. Au début, je prenais cher. Ensuite, heureusement, j'ai jamais eu à vraiment être complètement détruit, mais voilà, je prenais des dégâts. Ensuite, je prenais moins de dégâts.
Ensuite, ton je petit, dissuadais plus. Là, tu me parles de quel âge environ? Bah 8, là, 10 ans? c'est une fourche large entre on va dire de mes 6 ans Ah oui, quand même. à mes 13 ans. Ah, ok. De mes 6 ans à mes 13 ans avec des gars qui enjambent la barrière, qui viennent d'écoles, d'autres écoles, Ah ouais. des plus grands qui viennent. Et Voilà. tu étais toujours tout seul, toi? T'as jamais eu d'équipe, de bande? Jamais, jamais. T'as toujours marché seul, finalement? Ouais, Solitaire, c'est ça. Jordan. Toujours. Ouais. Ok, mais t'as dû, finalement, vu que tu faisais déjà des sports de combat, t'as dû faire des dégâts, toi aussi. Bah, plus le temps passait, plus je faisais des dégâts Ouais. et puis plus je prenais goût à ça. Et il fallait que dans ma tête, j'arrive à trouver le juste milieu entre enfin, qu'est-ce qui va être juste et qu'est-ce qui va être injuste en vrai. Et bah, il y a toujours des adultes pour dire ouais, mais là c'est toi qui es en tort, alors que c'est pas moi qui ai provoqué quoi Ouais. que ce soit. Mais si j'ai mis plus de dégâts à la personne Ah qu'elle oui. ne m'en a mis, ben je suis en tort. Mais en même temps, bah, c'est parce que je l'ai mis comme ça qu'il n'a pas eu le temps de me faire Hmm. quelque chose non plus. Si je me laisse faire, ben, du coup, c'est toute ma vie que je vais en pâtir des séquelles, des douleurs que je pourrais prendre. Mhm. Enfin, c'est compliqué la limite. C'est très Ok. compliqué. Et Juste milieu, puis quoi. voilà, Compliqué. j'ai toujours un fort caractère sur tout ce qui est injustice. Mais plus le temps passait, plus je le laissais partir en mode, tu vois. Et Ok. fallait gérer. Ouais. Mais tu disais que tu y prenais goût. Mais est-ce que tu n'es pas justement devenu accro à la violence Accro à avec la cette histoire? violence, dans la justesse, toujours, tu vois. D'accord. Donc violence, souvent, surtout en France, bah, on va le prendre directement du côté négatif de la Hmm. chose. Alors que pour moi, la violence, ça peut être aussi physique que psychologique. Ouais, Et sûr. je ne suis pas accro à la violence qui va être négative. Hmm. C'est-à-dire, il y a la violence psychologique qui peut Ouais. être positive aussi. C'est parce que je me fais violence et qu'on me fait violence psychologiquement, dans le bon sens, Mhm. que moi et mon équipe, ben, on arrive à me faire arriver à ce Ouais. niveau-là. Si on ne se fait pas violence, ben, Ouais. il n'y a pas de progrès. Enfin, c'est pareil, quand je suis à la salle, je Mhm. me fais violence physiquement, mon corps il s'adapte et je deviens plus fort. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette épreuve que tu as vécue en étant très jeune, il me semble à 10 ans, l'histoire de ta jambe Ouais. broyée? Donc j'étais en colonie de vacances, enfin en centre aéré, Ouais. et moi je suis endormi dans le bus. Mhm. Il a déposé mes camarades à l'arrêt où on doit être déposé, et c'était une place en fait. Ouais. Et il y avait une barrière plus loin. Ils ont eu le temps de fermer le bus et partir avec moi peut-être 50 mètres plus loin. Et il m'a déposé contre une barrière, mais vraiment serré dans la Ouais. rue. Et je ne pouvais pas entrer dans le parc justement. Et en démarrant, le bus, il n'a même pas eu le temps de fermer la porte. C'est en avançant qu'il a fermé la porte. J'ai pas eu le temps de dire que bah, je ne peux pas passer. Et il a démarré en se collant à la barrière, mais en s'écrasant contre la barrière. Et du coup, moi, j'ai dû enjamber rapidement. Mon pied s'est pris dans le garde-boue au niveau de la roue. Ça m'a retiré vers, en tout cas, la jambe sous le bus. Et ça a arraché la chair. Ah oui. Voilà. C'est donc du pied jusqu'au haut de la cuisse. Ah ouais. Donc là, à ce moment-là, tu as dû subir une greffe, c'est ça? Ouais, j'ai eu 4 opérations et puis une greffe. On a mis la peau de ma tête Ah oui. avec une machine. Ils ont agrandi et tout. Et ils ont fait une greffe de plusieurs segments, jusqu'au pied. Et à ce moment-là, on te dit quoi par rapport À ce les moment-là, activités sportives? on me dit que même des randonnées, je pourrais pas en faire. Ah ouais. Et que je pourrais, mais très difficilement, parce que moi, j'aime beaucoup les activités de plein air. Et moi, j'ai refusé directement. J'ai tout fait pour marcher. Ça devait être déjà très frustrant à cet âge-là, Ouais. d'entendre ça. Et surtout de la part de médecins, parce qu'on se dit c'est eux qui savent. Du coup, s'ils nous disent ça, c'est que voilà quoi, c'est compliqué de dire non. Ouais. Mais voilà, moi, depuis toujours, quasiment, j'ai eu la chance de savoir ce qui m'intéressait dans ma vie et comment j'aimerais vivre. Ensuite, ça s'est encore plus confirmé après avec mon vécu, mais j'ai toujours su que je voulais être dans le sport, dans la performance en tout cas. Et
voilà, jamais avoir une vie classique sans me dépasser, sans vivre du fait d'être en concurrence. Et là, ouais, c'était impossible pour moi de me dire que j'aurais pas pu combattre, j'aurais pas pu faire des trucs de fou. Et ben, au final, j'ai réussi avant même d'avoir la greffe, à marcher, à commencer à à lever la jambe, faire des mouvements de kick. Incroyable. Donc d'abord sur le lit, et ensuite petit à petit, il y avait un docteur qui s'appelait docteur Sokou, je crois, qui était le seul médecin à m'encourager à essayer Ouais. de gratter ce que je pouvais garder comme capacité. Et au final, j'ai progressé. Et ensuite, il y a eu la greffe. Donc avec la greffe, il fallait rester immobile à nouveau. Mais en tout cas, le fait d'avoir pu bouger avant d'avoir la greffe, bah, ça m'a fait marcher, commencer à envoyer des petits mouvements dans l'air. C'était déjà énorme. Enfin, parce que c'était 2 mois d'hospitalisation. Juste le fait de descendre pour la première fois la jambe vers le bas, ça, c'était une affaire de plusieurs jours parce que le sang redescend. Ouais. Et il y a des machines qui ont... déjà, ils ont fait des opérations pour remettre la chair en place. Parce que ma jambe était complètement ouverte. Et ça me donnait l'impression que dès que je descendais la jambe, ça allait exploser et que tous les morceaux allaient... Et au final, voilà, petit à petit, ça venait. J'étais déjà assez calé. J'ai toujours eu cette passion-là pour le développement physique et tout. Ouais. Et j'étais déjà assez calé. En plus, il y avait le médecin qui me mettait un peu plus les limites bien précises sur ce que je pouvais faire ou non. Mais sur ce qui était les exercices, j'étais déjà calé, il me faisait confiance. Et voilà, je travaillais seul comme je pouvais et ça Et tu n'as fonctionnait. pas fait un seul jour de réduc. Voilà, pas un seul jour. Il y avait 2 à 3 ans de rééducation qui étaient prescrits. Ouais. Et j'ai fait 0 jour. T'es un miraculeux quelque part, finalement. Ouais. On remercie le docteur. Hein, Ouais, en c'est question. vrai, franchement. C'était donc ta première fois où tu déjouais les pronostics. Ouais, c'est ça. Et sans doute pas la dernière. Alors, tu arrives en France, à Paris, à l'âge de... Quel âge? 17 ans 18 ans. 18 ans, ouais. Ouais. Et tout de suite, tu flashes sur le MMA Factory. Ouais. Pourquoi? En fait, j'étais déjà venu en France en 2015, je crois. Et j'avais eu le coup de cœur pour le Factory. D'accord. J'avais été en France aussi, j'ai fait un peu différents clubs, j'avais jeté un œil sur différents clubs, mais la fois où j'étais à Paris et que j'ai visité le Factory, j'ai vu comment les gens m'ont accueilli. J'étais personne, j'avais encore fait 0 jour de MMA, j'étais même pas encore au club de Martinique. Donc vraiment, j'avais fait que karaté, judo et puis kickboxing, lutte. Voilà, et puis des stages dans d'autres disciplines, mais voilà, c'est directement l'ambiance et la façon d'enseigner. Moi qui étais amoureux, je suis toujours amoureux de la science du combat, mais vraiment, chaque personne avait son style à lui, chaque personne bougeait différemment et était coachée différemment, et tout ce que tout le monde faisait avait du sens. Et tout était intellectualisé et franchement, c'était tout ce que je kiffais, quoi. C'est le MMA un peu où tout ce qui fonctionne est bon. Tout ce qui fonctionne est bon et en fonction de ta morphologie, en fonction de ton timing, de ta façon de réfléchir, ben, on va te guider et tout, mais c'est pas, on va te mettre comme ça et si tu fais autre chose, c'est pas bon, tu vois. Là, c'était parfait, c'était un coup de cœur. Comme quoi, la bienveillance au sein de clubs de boxe ou de MMA, de sport en règle générale, c'est très important. C'est ça, ouais. Tu as eu un beau parcours amateur. Il me semble que tu as un record de 26 victoires et 6 défaites. C'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé, ta carrière amateur, le déroulement? Donc, au début, c'était très dur. Fallait que j'arrive à trouver le bon équilibre entre vouloir bien faire et pas bâcler le travail, mais faire confiance à mon instinct. Par exemple, mon tout premier combat, c'était en pancrace, donc le MMA sans les frappes au sol. C'était une défaite à la décision face à quelqu'un en plus qui est maintenant en pro, qui a été dans l'équipe de France de MMA quand j'y étais aussi, et très bon combattant. Et voilà, ben, c'était à la décision, je voulais trop bien faire, des choses trop... et voilà, c'était compliqué.
Ensuite, les autres combats, bah, je suis revenu victorieux souvent. En plus, souvent des victoires très rapides, parfois en 30 secondes, des Ouais. trucs comme ça. T'es plus Beaucoup détendu, peut-être. d'étranglements, voilà. J'étais beaucoup plus Ouais. détendu. Je m'entraînais, enfin le fait de savoir c'est quoi une compétition, ça te fait comprendre beaucoup de détails dans ce qui est de l'entraînement. Parce que parfois on s'entraîne et, enfin même si j'avais l'expérience en dehors Mhm. et dans la salle, mais pas de la grande compétition championnat de France. Moi j'ai fait directement en premier combat championnat de France Ouais. de Pancrace et ben, parfois ben, on se bloque soi-même. Et voilà, là, ça m'a permis de m'entraîner dans le bon sens. Et quand je suis revenu, j'ai été hyper agressif, mais en même temps, toujours avec ce côté scientifique Ok. du MMA. Et voilà, en soumission, beaucoup de soumission. Ok. Alors, on va passer à ta carrière professionnelle. Tu as un bilan de 4 victoires et une défaite. Tu as enchaîné 4 victoires, dont 2 avant la limite. Ouais. Selon toi, quel était ton adversaire le plus coriace, le plus compliqué à battre? L'adversaire le plus coriace Ouais. que j'ai eu en professionnel, je dirais que c'est Michael Marissardi. Ouais. Parce que c'est un gars, j'ai parlé des réseaux, les gens ils aiment dire que j'ai pris que des plombiers. Alors que bah, si je prends dans l'ordre, bah, déjà mon premier combat pro c'était en 84 kilos contre un gars hyper grand, un lutteur en plus, Shamsidine. c'est ça. Ouais. Donc c'était en Allemagne. Ouais. Et vraiment il était solide quand même. Franchement j'envoyais des coups, Mhm. il essayait d'avancer quand même toujours, il tenait bon. Euh, voilà, au final, j'ai gagné par soumission. Ensuite, il y avait Karim Gadji. Karim Gadji. Lui, franchement, il était très solide aussi. J'ai mis des coudes, Ouais. mon coude, il a été fendu au bout sur sa tête. Euh, On a cassé la compliqué. cage sur lui aussi. Ouais, j'ai cassé Enfin, la vous avez cage cassé la avec cage. son dos Ouais. et Il a lui, tenu il son était dos. bah oui, Ouais. il a tenu, hyper solide. Très solide. Ouais. Des kicks solides, mais vraiment, c'est limite, ça me surprendrait pas d'entendre un bruit métallique quand on faisait les tibias contre tibias. Mais Michael Marissardi, ouais, ça se sentait que un peu comme un petit peu sur l'aspect de Benoît Saint-Denis. Enfin, c'est un gars qui a fait les forces spéciales aussi. Il Ouais. était à l'armée, Marissardi. Très dur au mal. Ouais. Très dur au Marissardi, mal. Il a fait un combat de fou contre Baki, où Mhm. il s'est pas beaucoup exprimé, mais en tout cas, il a montré du cœur et à quel point il ne tombe pas KO, tu Ouais. vois. Hyper puissant. Mhm. Mais voilà, enfin, j'ai réussi à gagner par KO, mais à la fin du troisième round, je crois. Ouais. Et ouais, franchement, c'est un gars, j'envoyais tout ce que je pouvais et Ouais. c'était dur. Moi, je m'étais dit, voilà, je tente jusqu'au bout de finir, mais ça va être chaud, tu vois. Bah, justement, ouais, c'était surprenant parce que tout le monde pensait que peut-être tu aurais gagné à la décision ou Ouais, à la soumission, c'est ça. mais pas le finir par KO. C'est Étant vrai. donné son pédigré, justement. Ouais. Maintenant, on va aborder les débuts au PFL. Donc, on a vu une interview de toi où tu disais que même pour 1 million, tu signerais pas au PFL et finalement, tu as signé. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Donc en vrai, j'ai pas changé d'avis. C'est, enfin quand je disais signer, c'est dans le sens d'être dans cette organisation-là à long terme avec Ouais. un contrat qui m'attache à l'organisation. Ok. Donc pour un combat, le faire, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui s'est fait. C'est là, je ne suis pas en contrat avec le PFL. Ok. Ils sont intéressés par moi depuis avant. Et Ouais. moi, j'ai souvent dit non. Et là, ben, on pèse le pour et le contre. Mhm. Et on se dit, ah ouais, contre Cédric, ben, il y a moyen de le battre. Et en plus, ben, ça peut m'apporter énormément en visibilité, en crédibilité, etc. Au final, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais au final, il y a eu quand même les positifs, les côtés positifs du fait de l'avoir affronté. Et mais voilà, enfin, je pourrais éventuellement recombattre, peut-être, mais je ne suis pas en contrat avec eux pour un nombre de combats ou quoi. C'est juste comme on appelle des Ouais. one-shots. Mais ça a été sorti de son contexte, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu Ouais. as dit ça, finalement. Ok. On a vu une interview aussi de Baki récemment où il disait que tu avais signé pour 10 000 euros. Tu Ouais. confirmes ça? Donc là, enfin, les prix, je ne peux pas en parler, Ouais. mais en vrai, j'ai gagné Ok. plus. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ah, c'est bon à savoir. Ouais.
Ça fait beaucoup parler finalement, cette Ouais. question-là. Ouais. Ça fait beaucoup parler. Ouais, ok. Et comment ça s'est passé pour ce combat? C'est Fernand Lopez qui t'a contacté pour te proposer Doumbé et tu as accepté directement, toi, sans Ouais. hésiter. Moi, j'ai accepté directement parce que moi, déjà, avant, j'y avais pensé. Même entre Ok. gars du club, on se disait, ah D'accord. ouais, est-ce que, bah, vu qu'il est dans ma catégorie, Ouais. c'est normal, on parle de tout ce que tout le monde dit, quoi. Mhm. Et forcément, on voit Doumbé, ben, on se dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on en pense, tu vois. Mhm. Et moi, je me suis toujours dit que je pouvais gagner. Ouais. Et que bah, moi, ça ne me dérangerait pas de le prendre, quoi. Et au final, ben, il y a eu l'opportunité, donc directement, j'ai dit oui. Et j'aime le challenge, j'aime le fait que ben, même s'il a peu de combats, ben, on ne peut pas se dire non plus que c'est quelqu'un de faible parce que ben, il a son expérience en kickboxing et en plus il s'entraîne quand même bien en Oui. MMA Clairement. avec une bonne équipe. Donc voilà, ben, je me suis dit, ok, pour les gens qui ne connaissent pas, ça va être un beau combat et pour ceux qui connaissent aussi, ça va être un beau combat. Bah, Fernand, il a bien fait son truc et moi j'ai dit oui directement. Ça met encore plus de respect sur ton nom parce que on sait que c'était un gros risque à prendre en début de carrière, de prendre Ouais. un Doumbé dangereux, multiple champion du Glory. Mhm. C'était un risque à prendre. Ouais, c'est ça. En vrai, moi, j'ai pas peur de prendre les risques quand je sais que je peux les surmonter. Je fais tout ce qu'il faut pour surmonter. Donc après, voilà, ça reste du combat et il y a toujours des petits détails, un timing, un truc. Et voilà. Justement, pour revenir sur le combat avec Doumbé, Doumbé est très fort en pied-point. Mhm. Sur quoi tu as axé ta prépa? Sur le fait de pas boxer avec lui dans le sens où je vais pas durer sur des phases de striking. Et on a fait énormément de travail sur comment perturber un boxeur, quoi. Enfin, travail de pied, crochetage de cheville, balayage, mettre mon atout en avant sur les timings de lutte en plus. C'est un de mes meilleurs atouts, pouvoir rentrer rapidement. Boxer en menaçant tout le temps la lutte de manière à ce que justement il ait tellement peur d'aller au sol qu'au final sa garde va pas être comme s'il était ok, il boxe. Là non, il va m'amener au sol. Il Donc, commence aura des failles déjà, dans sa voilà. garde. Et au final, je peux partir en haut, mais s'il protège, ben là je descends. Enfin, il y avait plein de combinaisons aussi ancrées, en plus du concept en soi, qui était ça sur tout le combat. Il y avait des combinaisons aussi répétées, drillées. Il y avait 4 techniques qu'on appelait lutte 1, lutte 2, lutte 3, lutte 4. Et à partir de là, ben, je pouvais faire le combat aller au sol ou sur ces coups-là, si ça touche, tant mieux, ça peut éventuellement passer en KO ou bien déboussoler et me permettre de descendre. Voilà. Ok, mais c'est ça qui est intéressant avec le MMA, vis-à-vis par exemple de la boxe anglaise. C'est ça. Là, dans le MMA, tu peux feinter pour ensuite emmener ton adversaire au sol C'est ça. et vice-versa, quoi. Ouais. Mais on imagine que le game plan, c'était de l'emmener et de le maintenir au sol. Mhm. Ce que tout le monde pense. Ouais. Le game Ok. plan, beaucoup, ça allait dessus. Si j'arrive à l'amener au sol, le garder au sol le plus longtemps possible. Et même si ça se relève, le garder au contact. Et soit en dirty boxing, donc la boxe collée, ou si ça reprend la distance, ben on repart sur le travail de distance qui est que soit je suis très loin, comme j'ai fait avec Karim Gadji en vrai, mais en version encore plus évoluée parce que j'ai beaucoup progressé, partout, en striking comme au sol. Et c'était ça, c'était ne pas être trop à mi-distance en boxe. C'était soit je suis très loin avec la distance un peu karatéka, soit je suis très proche, mais dès que je suis très proche, c'est du en haut, en bas, ça peut s'attraper comme ça peut partir. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire avec qui tu t'es préparé principalement sur le combat? En Donc, partenaire d'entraînement? En partenaire d'entraînement, il y avait Ibrahim Mané, très bon combattant qui est sur Arès aussi, il était au Brave, etc. Il y avait qui? Ibrahim Mané en grande partie. Il y avait déjà Donatello, ça c'est même hors combat, je travaille beaucoup avec lui. Il y a en lutte, en grappling, lutte, beaucoup avec. Waouh, comment il s'appelle encore? Baki, Paulin?
Non. Baki hors combat, et pas pour ce combat-là. C'est qui fait du grappling, mince, j'oublie. Mince. C'est bizarre que ça me sorte de la tête. D'ailleurs, il a été élu meilleur combattant en Jiu-Jitsu. Il a gagné son tournoi en Jiu-Jitsu en ce moment. Donc il y a lui, il y a avec Tourpal, je tournais un peu, Younsov. Ouais. Voilà. Mais beaucoup Ibrahim Mané sur la partie MMA, les gros sparring durs MMA c'était lui. Et ensuite on compartimentait avec la lutte, le grappling en dehors avec des thèmes où je devais garder au sol quelqu'un qui est très bon au sol et pour se relever. Et aussi en boxe, voilà. T'as fait une bonne prépa. Ouais, Mané, c'est vraiment, ouais. lourd. C'est très dur, très dur. Ok. Alors là, tu fais ton entrée. Ouais. Et toute la foule te tombe dessus. Ouais. Alors à ce moment, comment tu te sens au niveau de tes émotions? T'es stressé, t'es angoissé, t'es en colère? Ouais, Qu'est-ce qui te passe c'est par la plus tête? une déception un peu et mélange de colère, frustration un petit peu vite fait. Déception plus, parce que toi, je sais que tu accordes une importance justement à l'éthique du MMA, Ouais, le respect dans l'art c'est ça. des arts martiaux. Et là, ça t'a déçu, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de personnes pour lui, mais pas au point où ça insulte. Ah ouais, Ça... on t'a insulté, quoi, ce Ouais, moment-là. c'est vraiment écorcher quelqu'un verbalement. Ah ouais, tu vraiment, vois. d'accord. T'as reçu des insultes Ah ouais, c'était violent, tu vois. et c'est à ce moment-là, incroyable. tu calcules ça ou tu... Ben, tu essayes de ne De pas rester accorder dans ton combat, mais d'importance, c'est voilà, compliqué. mais Ah ouais. c'est dur, parce que déjà, comme je disais, le PFL, ils m'ont fait entrer avant même que ma musique commence. Normalement, ça c'est... Ah oui. Même quand on regarde un film, jamais un combattant entre alors que la musique n'a pas encore commencé, tu vois. Et là, on m'a séparé de mes coachs depuis avant le rideau. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ils me disaient que j'étais entré sans mes coachs, mais non, c'est juste que... il y avait mes coachs qui ont été séparés de moi par des vigiles. Et ensuite, il y avait moi qu'on a fait entrer sans eux, avec eux qui était derrière. préparé, quoi, en fait. Ouais, c'est... en gros, normalement, derrière le rideau, tu attends que la musique commence. C'est les derniers petits détails. Voilà, on a vu l'ambiance. C'est normal qu'il y a l'émotion, il y a tout ça, et on te recentre, ok, là tu envoies telle première frappe. Généralement, on répète ça derrière. Ça, j'ai pas tellement de rituel, mais ça, on le fait souvent, c'est le check ou pas check, on verra, et la première frappe, juste pour ne pas être perdu, tu vois. Parce que pour tous les combattants, souvent, c'est ça, c'est primordial. Ça. C'est le début du combat qui est dur. T'es là, il y a un temps mort. Et si dans le game plan, c'est prévu que ce soit toi qui envoie la première frappe, il ne faut surtout pas oublier. Et là, du coup, il y avait tout ce qui s'est fait pour que j'oublie quelle première frappe je devais envoyer. Voilà. Et jusqu'au dernier moment, la dernière seconde avant que le combat commence, Doumbé crie encore « Jordan, t'es mort ». À plusieurs reprises, même voilà. Là, dans ta tête, tu dois avoir qu'une seule envie, c'est de lui arracher la tête. Ouais, clairement. C'est ça. Et en fait, ça a tout chamboulé dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup sur mon calme. Et à ce moment-là, il y avait toute l'adrénaline, toute l'envie d'en découdre, qui allait au-delà même de la conscience de « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, j'avais tellement hâte que ça démarre, j'avais pas de stress, mais j'avais juste envie de... On l'a vu, dans le front contre front, on l'a vu. Ouais, et c'est la première fois que vraiment à ce point, voilà. J'essaie toujours d'être détaché, comme si c'est pas personnel. Même quand on me faisait du mal à l'extérieur, quand il y a une confrontation physique, il y a l'émotion, mais c'est... Je sais pas, c'est simple. C'est-à-dire, il m'a fait du mal, c'est comme, voilà, il y a de l'eau qui tombe au sol, le sol est mouillé. Voilà, c'est simple. La conséquence, c'est que voilà, il m'a fait quelque chose, je fais quelque chose, mais il n'y a pas d'engagement vraiment. Alors que là, c'était plus que personnel limite. Ah bah oui. Et c'était pas forcément que lui, mais aussi beaucoup les gens. L'envie de prouver, voilà, c'est ça, l'envie de prouver que j'ai ma place. Genre, quand tu vois dès que tu allumes ton téléphone,
tu vois des médias qui disent ouais, Cédric Doumbé va affronter le plombier Jordan Zebo, Ah oui, d'accord. alors que j'ai été médaillé de bronze au championnat du monde IMAF. Ouais. sont Combien durs. de combats amateurs que beaucoup de pros n'ont pas Ouais. eu. J'ai affronté des gars que beaucoup de pros auraient refusé d'affronter et j'ai gagné. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais Voilà. justement, tu disais que lors de ton premier combat amateur, tu as fait face justement à cette envie d'en découdre rapidement et au final, finalement, tu n'as pas réussi à mettre en place ton jeu. Ouais. Là, tu étais encore à faire un nouveau challenge, une nouvelle pression. C'était vraiment, la tension était vraiment à son Ouais, comble. À c'est ce quelque moment-là, chose que c'était j'ai terrible. jamais ressenti. Ouais. Ouais. Donc là, c'était un nouveau palier, quoi. C'est ça. Et la surprise que justement, j'avais l'habitude que même quand j'allais à l'étranger, en Ukraine et tout, ben, les gens étaient un peu hostiles. Et là, ben, en France, que les gens soient aussi violents, aussi, voilà, c'était spécial. Et voilà, ça m'a fait faire l'erreur d'envoyer un kick Ouais. circulaire, alors qu'on avait dit pas de, avec lui Ouais. en tout cas, pas de copier circulaire. Donc voilà, c'est Ouais, ok. les conséquences d'un peu tout ça. Ouais. Que maintenant, ben, bien sûr, je vais mieux gérer dans les prochains combats. Bien Déjà, normalement, ça T'es ne se passera habitué, pas quoi, comme vraiment. ça, voilà, c'est ça. Et même si ça se reproduit au niveau de l'environnement, ben, moi, je saurais gérer ça facilement. Mais c'est ce qui fait finalement sa force à Cédric, Ouais. de mettre une pression tellement élevée sur l'adversaire qu'au final, il sort de son combat, même dans le début du combat en fait. C'est ça, et normalement ça c'est interdit. C'est-à-dire que déjà sur la musique, Ouais. t'as pas le droit de mettre de musique normalement, enfin il y a du trash talk ou des choses qui vont dans le sens un peu au-delà du côté respectueux. Ouais. Normalement, même moi qui fais pas de trash talk, ben, sur certains trucs de rap que j'ai voulu prendre pour entrer, Ouais. pas pour ce combat-là, même d'autres, hein, Ouais. des trucs simples hein, On t'a dit non. qu'on écoute, voilà. Bah, il disait ouais, il y a trop de tel truc, non, change de musique. Même le matelas, n'en parlons pas, normalement ça c'est interdit, tu peux pas. Ah, c'est vrai, Prendre le micro à quelqu'un, quand tu rentres dans la cage, le maître c'est l'arbitre. Et tu peux pas prendre le micro, c'est impossible. C'est interdit, tu vois. Et c'est tout ça, en plus de tout ce qu'il y avait avant, et tu te dis mais non, c'est trop, tu vois. Et ça te met encore plus. Ouais, oui. Et tu considères qu'on t'a manqué de respect vis-à-vis de... Oui, ça c'est sûr. Ok. Ouais, bah, normalement, déjà, si on peut dire non pour d'autres, pourquoi? Enfin là, c'est oui. parce que c'est la tête d'affiche et tout. C'est vrai que ça, je l'ai vraiment mal pris. Ouais. Ok. Donc ensuite, vient le chaos. Donc est-ce qu'à ce moment-là, tu es conscient de ce qui se passe? Quel est ton sentiment à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, c'est franchement une grosse déception. Une Ouais. grosse déception. Surtout quand Avant la tout décision même. redescend. Ouais, tout Ouais. redescend. On se dit. En fait, c'est tellement bête la façon dont ça s'est fait. C'est tout ça de sacrifice, tout ça d'attente pour faire quelque chose qui. Enfin, c'est une grosse erreur en fait, tu vois. Comme j'ai dit, c'est comme si je donnais la victoire, tu vois. Ouais. C'est tellement, ça correspond tellement pas au niveau que j'ai et au niveau auquel je fais de la compétition. C'est tellement gros comme erreur que franchement c'est une grosse déception de mon côté. T'as des regrets forcément? Ouais, forcément. Après, bah maintenant, comme on dit, il vaut mieux faire ça maintenant que plus tard. C'est comme les vrai. erreurs que j'ai faites en amateur. Ben, heureusement que j'ai faites en amateur, comme ça, ça se passe comme ça en pro. Et puis ben, là, voilà, malheureusement, ben, il n'y avait pas eu assez de leçons en amateur. Ben, là, ça arrive et puis j'espère que ce sera la seule défaite qui va rester sur mon palmarès. Voilà. Et puis il faut souligner aussi que tu as quand même t'as fait face à énormément de pression. Et c'est limite du jamais vu dans le MMA. Il faut aussi le souligner. Donc c'est pas évident. C'est vrai. Personne n'est préparé réellement à ça. Et derrière, tu as eu beaucoup de soutien ou les provocations, ils ont continué, ils continuent encore à l'heure actuelle? Ah, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tu reçois encore des messages? Ouais. Franchement, c'est dur de dire s'il y a plus. Enfin, je pense qu'il y a plus de négatifs que de positifs en vrai, en quantité de messages. Juste après le combat, il y avait un peu 50-50. Et ensuite, ben, ce qui reste, c'est quand même une grosse majorité de négatifs là jusqu'à maintenant. Enfin, je peux allumer mon téléphone, aller dans les messages. Là, il y a des gens, ils envoient des gifs 9 secondes, des gens qui disent. Tous les jours? Juste, ouais, tous les jours. Ils disent lâche ça, lâche le MMA. Et ça te rend plus fort, ça?
Ben, de mon côté, ça me rend plus fort, mais il faut que j'arrive à gérer le fait que pour mon prochain combat, il ne faut pas que j'ai la même envie d'en découdre dans le mauvais sens du terme Ouais. que dans le combat précédent. Parce qu'en fait, franchement, c'est des centaines de C'est messages. du harcèlement. Ah ouais, Ah, non c'est pas mais ça aurait été une seule personne, Ouais. je connais plein de gens, ils auraient porté plainte, hein. Et c'est facile en plus de retrouver les gens. Enfin, souvent, on se dit un compte Insta, on ne retrouve pas la personne. En vrai, on va à la police. Ouais. Il y en a plein qui ont porté plainte pour moins que ça. Là, c'est énorme, franchement. Des gens qui peuvent envoyer à la fois des petits mots, Ouais. comme des pavés. Des Des pavés encore. Des C'est choses tellement fausses, aussi fausses que si on dit la mer est verte, quoi. dingue. Ouais. Enfin, T'as reçu quoi comme message, par exemple? Enfin, c'est des trucs. Grossier. Ouais, enfin, des trucs grossiers. Enfin, qu'ils disent de lâcher, qu'ils disent que. Enfin, je mets un truc au sac, je travaille mes coups-pieds. Et ils disent, ouais, arrête Ouais. les coups-pieds circulaires. C'est souvent des gars qui n'ont jamais pratiqué de sport de combat Ouais, qui ouais. vont te le dire. Donc au Ouais. final, bon, quelque part, tu peux ne pas en tenir compte, quoi. Ça doit pas être évident Mais après, tous les jours. de c'est recevoir des dur, messages, c'est ouais. dur. C'est comme on disait, les tortures quand il y a la goutte qui Mhm. tombe. Et ça a été élu parmi les plus grosses tortures au monde. Alors qu'il y a des tiges de bambou sous les ongles, il y a des tas de choses qui Ouais. existent comme torture. Ouais. Mais la goutte qui tombe comme ça, et tu restes là tout le temps. C'est une petite goutte, c'est rien. Mais quand ça dure une longue période sur l'année et qu'en plus ça s'arrête pas et il y a une grosse fréquence, en vrai c'est compliqué. Et c'est ça, c'est la fréquence, le fait que même dans la rue, les gens ils passent, ils rigolent. Ou bien que tu vois quelqu'un de l'autre côté qui crie Jordan t'es mort parce qu'il sait qu'il est avec ses potes et que en plus moi je suis avec ma copine, je vais pas chercher quoi que ce soit. C'est En dingue. plus si je fais quoi que ce soit, les premières choses qu'ils vont faire filmer, tu Ouais, vois. bah ouais. Enfin, tu peux rien faire. T'es piégé quelque Tu peux part. rien faire. Ouais. La personne, tu la gifles, elle tombe KO, mais enfin, voilà, Tu dois prendre sur toi. c'est ça qui est chaud. C'est ingrat quelque part. C'est compliqué. Et puis, tu vois, la méchanceté des gens, quand tu vois Ah t'arrives ouais, c'est dans ça. une salle et on t'insulte. Et j'aurais gagné, ça aurait été les premiers à vouloir faire une photo ouais, avec c'est moi. ça. C'est ça qui est compliqué. Ça me fait justement penser au combat de Cyril Ouais, avec John Jones, toute sa préparation c'est ça. et la partie en fumée pour une Ouais. erreur. Tu vois. C'est Parce que ça, lui c'est aussi, une il a erreur. envoyé un bras arrière, il me semble. C'est ça. Voilà. Et avec John Jones, ça paye cash. Bah oui, Et c'est bah, c'est un du peu, haut niveau, c'est comme ça, c'est un détail. Ouais. C'est un détail. Et lui aussi, derrière, bon, bah, il est vu un petit peu comme C'est ça. quelque part un plombier. Ouais, Alors que pas du tout. alors que pas du tout, c'est Ouais. John Jones. Enfin, Ouais, c'est C'est John normal. Jones en face. Voilà. bah oui, Mais on sait que tu es capable de tomber pour mieux rebondir. Ouais. Finalement, cette défaite, tu dirais qu'elle t'a rendu plus fort ou elle t'a fragilisé? elle m'a rendu plus fort. Et ça, c'est sûr, Ouais. à 100%. Mais C'est une bonne chose. ouais, c'est Ouais. une bonne chose. Et en même temps, je pense que faut que. Voilà, c'est normal, ça me Ouais. fait prendre goût aux petits détails de la vie de tous les jours qui sont que faut pas non plus que je mette de côté complètement Ouais. tout ce qui sort du MMA. D'accord. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai des personnes autour qui sont avec moi tout le temps, avec qui je peux passer du temps et qui me connaissent vraiment. Mhm. Grâce à ça, me permet de garder une accroche Mhm. solide en dehors du MMA. Et ça, c'est important psychologiquement parce que vraiment, ça fait ce qui m'arrive là presque. Ça, quand on voit la quantité, ça fait. Enfin, je suis déjà quelqu'un d'assez méfiant de base, Ouais. que parfois on pouvait qualifier de timide. Mhm. Sauf que non, c'est juste que je suis très. Réservé, plutôt, Voilà, vraiment. c'est ça. Solitaire, tu te mélanges pas avec tout le monde. Et lorsque je vois que les gens peuvent être aussi mauvais, Ah, ça doit être, ouais. ça donne envie de se couper des gens et de juste venir s'entraîner, rester froid et prendre ce qu'on peut prendre et puis ensuite on rentre chez soi, tu vois. Tu dois être déçu de l'humanité. Voilà, limite, c'est ouais. ça, Ouais. c'est ça. Ça fait perdre foi un peu en la Ouais. gentillesse et tout. Mais bon, là j'ai l'entourage qu'il faut et Ouais. ça me permet de rester moi-même. Mhm. Mais forcément aussi prendre en maturité, être un peu moins naïf. Comme je disais, si j'ai quelque chose à changer pour mon combat, c'est le fait que quand on me dit d'entrer, je dise non tout simplement. Mhm.
À 20 secondes près, ça aurait tout changé. 20 secondes où j'aurais fait juste, avec les coachs, je répète, je fais ceci, cela, et c'est bon, tu vois. En tout cas, respect à toi, parce qu'il faut avoir une grande force mentale, être fort psychologiquement, parce qu'il y en aurait beaucoup qui auraient craqué, qui seraient passés, qui auraient été soit violents ou qui seraient partis en dépression même, parce que c'est du harcèlement que tu subis. Ouais. Donc, on tient quand même à te féliciter pour ça et grand respect à toi par rapport à ça. Merci beaucoup. Doumbé te propose à la fin du combat, ou je ne sais plus, quelques temps après, de t'entraîner avec lui. Ouais. Ça t'intéresse ou tu prends ça au sérieux? Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je pense que pour moi, c'est pas très judicieux et pas très malin dans le sens où les gens ils vont toujours prendre les choses dans le mauvais sens du terme. Je sais pas si quand je vais aller là-bas, ça va être. Je pense pas que il y aura toujours leur intérêt dedans. Il y aura toujours son intérêt, l'intérêt du club, des gens qui vont peut-être filmer, ça c'est très probable. Ils sont capables de m'envoyer un truc dans mon club filmé. D'accord. Donc c'est pas quand je vais aller là-bas que tu vois. Donc pour moi c'est un environnement peut-être malsain. Moi je préfère rester dans mon club avec des gens de confiance que je vais faire progresser, qui vont me faire progresser. On peut faire venir des gens à la salle qualifiés pour m'aider, mais pas partir à l'aventure comme ça avec. J'ai entendu, j'ai vu même dans une interview que tu disais que tu lui en voulais pas. S'il y a une personne à qui tu pouvais en vouloir, c'était toi principalement. Est-ce qu'avec le recul, ça fait maintenant 3 mois, est-ce qu'avec le recul et tous les messages que tu reçois encore aujourd'hui, quelque part tu lui en veux? Bah, il y a un petit peu parce que c'est beaucoup de fans à lui. Beaucoup de fans à lui. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je ne veux pas avoir cette image-là de quelqu'un qui, que ce soit en bien ou en mal, pour avoir un succès, ils sont capables d'engendrer une forme de haine, une forme de manque de respect qui est banalisé, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Depuis le début, moi j'ai toujours dit ça, avant le combat, et aussi après, ça, j'apprécie pas l'image et ce qu'il dégage, sur les réseaux surtout. Et ça encourage les gens à continuer à être mauvais en quelque sorte. Mais voilà, je m'en veux plus à moi parce que c'est moi qui ai fait mon erreur. J'accepte d'affronter quelqu'un qui est comme ça parce que voilà, c'est les combattants qu'il y a en face de moi, ils peuvent être n'importe comment. Ça doit pas avoir l'impact sur ça. Je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur moi. Donc l'erreur vient de moi. Mais bien sûr, il y a une forme de rage par rapport au fait que s'il était une bonne personne, en tout cas qu'il dégageait sur les réseaux et qu'il encourageait les personnes à être peut-être plus respectueux, peut-être qu'il y aurait eu moins ce côté harcèlement gratuit et quotidien bien comme sûr, ça. Voilà. Tu trouves qu'il est malveillant dans sa façon de faire? Donc, il y a des limites dans le sens où, par exemple, il dit qu'il n'attaque pas la famille, des choses comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui, voilà, si c'était lui qui le prenait, il aurait senti que c'est chaud quand même, tu vois. C'est-à-dire, il y a des choses où on se dit, ça va, je fais pas ça, donc ça va. Mais ça va, c'est pour rigoler, machin. Oui. Mais voilà, c'est ces mêmes personnes-là qui, quand ça leur arrive, c'est compliqué. C'est carrément autre chose. Et ils le prennent même moins bien que la personne à qui ils l'ont fait, tu vois. Et ouais, c'est malveillant dans l'idée où il s'est habitué à se dire que c'est pas grand-chose. Mais c'est malveillant quand tu dis des choses qui sont fausses. Si tu dis des choses vraies, mais que ça blesse, ok. Mais si tu dis des choses qui sont fausses, ça veut dire que tu veux mettre une image sur quelqu'un, tu sais que les gens vont te croire bêtement, et tu mets cette image-là de quelqu'un qui est comme si. Et du coup, les gens, ils pensent que je suis comme ça vraiment, tu vois. Ou bien que... ils croient vraiment gratuitement, tu vois. Et c'est pas moi qu'on va croire, quoi. Tu vois. Mais il y a toujours une partie des gens qui comptaient sur toi d'ailleurs pour
pour le finir, Ouais. mais qui aujourd'hui doivent quand même t'envoyer des messages de soutien, toujours une partie des gens quand même. Oui, il y a une partie et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est sûr que c'est la petite partie Mhm. qui est importante. Franchement, ça fait la différence. Plutôt qu'avoir 100% de trucs négatifs. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vraiment ils vont en rester. Ouais. Parce que je pense peut-être qu'il y a une partie, ils vont se dire bon, ça a duré 9 secondes, donc c'est bon, on comptait sur lui, mais en vrai, lui, il est personne. Mm. J'espère que voilà, ils vont comprendre sur les prochains combats que voilà, c'est pas ça du tout. Il y a une citation de Mike Tyson justement qui illustre bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement avec toi. Je vais te la lire. Les réseaux sociaux vous ont tous mis trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens sans vous faire casser la gueule pour cela. Ça Ouais. illustre très bien. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Faut s'habituer à parler des gens ou aux gens Mhm. comme si on était tout le temps face à elles, face à ces personnes-là. Et à partir de là, bah, tout de suite, on devient une meilleure personne par rapport à nos actes. On peut penser ce qu'on veut dans notre tête, mais si juste on agit tous les jours comme si on est filmé H24, Mhm. ça nous fait déjà être une meilleure personne pour soi-même. C'est-à-dire que si on est filmé H24, ça veut dire que bah, des gens qui vont avoir la flemme, par exemple, de se brosser les dents avant de dormir, ben, ils vont se brosser les dents. Mhm. Tu vois, des petits détails comme ça, Ouais. tu vois, ça va loin, ça va très loin. Je pense aussi notamment au fait de se mettre à la place de l'autre. Ça aide aussi à Ouais. avoir du respect envers une personne. Totalement, Tu vois. totalement. Comme ce que tu disais par rapport à Cédric, si lui-même il se mettait un tant soit peu à ta place, peut-être qu'il ne se comporterait pas comme ça, même si on sait Ouais. que c'est son jeu de trash talker tout le temps. C'est ça, c'est vrai. Et c'est pas évident, mais il y a peu de gens qui le font finalement, qui se mettent à la place des autres. Ce côté empathique, on Ouais. l'a pas tous. C'est ça, et il y en a, enfin, pour avoir l'argent, pour Mhm. avoir tout, ben, ils sont capables de savoir ça. Mais voilà, ben, pour moi, c'est parce que c'est mauvais, quoi. Ouais. Ils prennent la décision d'agir comme ça en connaissance de cause, quoi. Mais malheureusement, ça fait aussi partie du jeu. Ouais, c'est tu ça. vois. Et C'est ça. demain, si c'est toi qui éteins Cédric Doumbé en revanche, la tendance va s'inverser. Ouais. C'est... En parlant de revanche, tu aimerais faire une revanche avec lui dans le futur? Bah, j'avais demandé, mais il a refusé parce Mhm. qu'on sait très bien que tous les combats, c'est un risque. Donc avant le combat, ben, je pense qu'il hésitait. Et du coup, ben, voilà, enfin, finalement, ça a fonctionné pour lui. Ben, il en profite des conséquences qu'il y a derrière, des offres que ça lui apporte. Donc c'est normal, je comprends qu'il puisse refuser. Après, ben, moi, je serais pour une revanche dans le sens où parce que j'ai demandé la revanche, Mhm. plus dans le sens pour rattraper déjà mon erreur. Et aussi pour... mon objectif, c'est être champion. Si j'ai la ceinture, je sais que les personnes qui ne connaissent pas, ils vont toujours se dire, ouais, il a perdu contre lui. Ça peut être il y a 40 ans. Hein. Mhm. Bah, enfin, j'exagère, mais ça peut être il y a 5 ans. Bah, ils vont se dire, ouais, il est champion, mais son point faible, c'est lui. Alors que non, bah, ça veut rien dire. Déjà 5 ans, ben, tout a le temps de changer. Et bah, c'est une erreur. Il suffit peut-être que juste à ce moment-là, ben, je prenne les 20 secondes pour parler avant, ça fait un autre combat. C'est des détails que les gens ne voient pas. Donc ce serait plus pour l'esthétique sur le palmarès que s'il me reste une seule défaite, mais que cette défaite-là, je la rattrape. Tu vois, c'est toujours plus beau. Comme Georges Saint-Pierre, c'est un combattant que j'admire énormément déjà par rapport à sa personnalité, qui ressemble à la mienne un petit peu dans le secteur du combat. Mais voilà, et ces défaites qu'il a eues à l'UFC, ben, il a fait des revanches, il les a rattrapées. Donc même s'il y a des défaites, ben, il l'a rattrapé. Donc ça Donc va. là, tu dois avoir hâte de combattre à nouveau, justement, pour montrer déjà à toi-même que tu es un bon combattant. Bah, Ce à qui est le moi-même, cas. Tu es un bon combattant. Ouais. Étant donné le pedigree que tu as, Mhm. avant cette défaite, on peut te qualifier de bon combattant. Ouais. Et maintenant, tu dois avoir hâte de retourner dans la cage. Ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Normalement, c'est prévu pour février. Et Ouais. là, je suis déjà en préparation, même si je ne sais pas exactement quel combattant je vais avoir. Mais voilà, je fais tout pour que dès que je retourne dans la cage, bah, j'ai la meilleure performance, On que te le voilà, souhaite, ce en tout soit cas. fracassant, quoi. Alors, ok, on va tourner la page de Cédric Doumbé et du PFL. Tu as tourné avec des gros noms,
de l'UFC comme Gilbert Burns et Kevin Lee, il me semble. Ouais. Selon toi, qui est le meilleur combattant avec qui tu as tourné dans toute ta carrière? Confondu, tous les combattants confondus. En vrai, c'était même pas là-bas. Ok. Il y avait Ousmane qui était à côté, il y avait Kamaru? ouais, Ouais. Kamaru Ousmane. Il était en plus en prépa, il combattait bientôt Ouais. et du coup, T'as pas tourné avec lui? Voilà, j'ai pas tourné avec lui. Impressionnant, Ousmane? Impressionnant dans sa justesse et dans son économie d'énergie, des choses comme ça. C'est les détails. Il a l'air C'est le calme. très haut niveau, Il a voilà. l'air très calme. C'est ça. Dans son calme, Ouais. il gère. Voilà, c'est vraiment sa gestion. Ok. Après, pour le côté spectaculaire ou impressionnant, au sens propre du terme, comme quand on regarde de l'extérieur comme ça, pas tant que ça par rapport à d'autres. Gilbert Burns, j'ai tourné avec lui, c'était son sol, très gros sol de haut niveau. Mais on va penser que je suis biaisé, sauf que c'est la vérité. C'est très bon au sol, mais il ne me soumet pas comme... le gars que je cherchais, c'est Reda. D'accord, ok. Reda Meltouch. Ouais. Et lui, c'est un des meilleurs... il a été élu meilleur grappleur en France en ce moment. Il avait... c'est un niveau de fou, quoi. C'est carrément autre chose. Ouais. Reda ou Bernardo, qui a fait champion d'Europe. Voilà, il y a tout ça à la salle et c'est vrai que c'est pas pareil. En MMA, on sent l'expérience, mais la différence que j'ai eue avec tous ces gars-là, qui sont très forts, c'est la façon dont ils apprennent leur éthique de travail, leur rigueur, leur dureté psychologique et leur pression, leur capacité à garder au sol. Donc ils n'ont pas, pour moi, ils n'avaient pas un striking particulièrement bon. Ouais. En striking, je sentais que vraiment, même si à l'entraînement, moi de base, je suis pas quelqu'un de, je suis pas méchant à l'entraînement. Ouais. Moi, c'est même ça. Que tu déverses toute. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais techniquement, debout, j'étais quasiment au-dessus de presque tout le monde. Et au sol, ça allait. J'avais pas de surprise. C'était plus sur la capacité à garder au sol, la pression et leur dureté à l'entraînement que voilà, il y a une différence. Est-ce que tu as un combattant favori? Un combattant favori. Waouh. J'en ai plusieurs aussi. Ouais. On va dire. Tout à l'heure, JSP. Voilà, ouais. JSP. J'aime bien le striking d'Adesanya. Ouais. Kevin Randleman, même si c'est pas très humain, mais j'aime bien, même s'il semblait brutal et tout, et bourrin, mais il y avait une technique derrière et une façon d'amener le combat où il voulait, et sa façon de lutter, une très grosse lutte. On voit que je me suis un petit peu inspiré et que ça m'a beaucoup parlé. TJ Dillashaw, qui est un combattant apprécié aussi par Manon Fiorot. Parce que vraiment, quand on présente le MMA à quelqu'un, c'est bien de montrer cette forme de striking-là qui n'est pas... il tourne avec les meilleurs boxeurs du monde en anglaise. Et Lomachenko, des sparring où c'est très serré. Du lourd. Et pourtant, comment il change de garde, comment il va te toucher le genou pour te faire croire qu'il va descendre, au final il remonte avec un uppercut ou bien un high kick. Il va te frapper aussi bien en marteau qu'en direct avec son pouce. Ouais. C'est vraiment un striking ça MMA. Ça t'inspire ça. Voilà, c'est vraiment de l'art. Dans la vitesse de ton changement de garde, on le voit. Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc ces combattants-là, ça me parle beaucoup. Ok, nickel. Et selon toi, le combattant le plus fort dans sa catégorie du MMA Factory, si tu devais en nommer un. Le plus fort de sa catégorie. Franchement, Damien. Le plus fort du MMA Factory. Le plus fort. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a les catégories. Ouais. Franchement, il y a Cyril en poids lourd. Damien Lapillus, franchement, pour son poids, j'ai l'impression que c'est le meilleur. Ok. J'ai l'impression. Très
Très complet aussi, Damien. Ouais, très complet. C'est pas parce qu'il reste beaucoup en anglaise il fait ce qu'il faut pour gagner le plus facilement possible. Mais vraiment très bon au sol, très bon partout. Ouais. Wow. Franchement, en 77, il y a tellement de gars forts. Il y a Ibra en question. Il y a des gars connus aussi qu'on connaît pas, nous, le grand public, mais qui sont très très bons. Bah, des gars très très bons. Franchement, il y a Bernardo en 61 kilos. Franchement, faut même pas le laisser t'attraper un doigt parce que dès qu'il attrape quelque chose, il n'a pas besoin de faire de takedown pour te soumettre, tu vois. C'est incroyable. C'est même pas une affaire de sol, c'est une affaire de préhension. Dès qu'il t'attrape, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il tourne avec les gars de toutes les catégories et c'est chaud. Vraiment poids lourd, c'est chaud. Ouais, il y a des gars. Wow. Franchement, il y a énormément de gars. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ok. Et de par ton expérience de coach et aussi de combattant, est-ce que tu as un mot ou un conseil pour la jeunesse qui est fan de MMA, qui va se lancer justement dans le sport? C'est de croire en soi, de travailler. Vraiment, on sous-estime beaucoup l'aspect travail. Souvent, on me pose des questions de « ouais, je commence à 18 ans, je commence à 20 ans, je commence même à 25 ans, est-ce que c'est trop tard ?» En vrai, c'est comme pour mon accident. Il peut y avoir autant de docteurs qui te disent que tu peux pas. Si tu travailles, si tu te donnes vraiment, parce qu'il y a des gens, ils restent 10 ans dans la salle, ça progresse pas autant que quelqu'un qui est là 2 ans, mais qui s'est donné les moyens, mais plus que tout le monde, tu vois. Et se donner les moyens, c'est pas que dans la salle, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Regarder des vidéos, analyser des combats, comme analyser aussi des émissions, des podcasts. Prendre un peu la façon de penser de plusieurs coachs, prendre la façon de combattre de plusieurs combattants, échanger avec les coachs, ça c'est hyper important, et être dans une salle où on se sent bien déjà, ça c'est important, avec des personnes compétentes et tout. Et avoir le cadre qu'il faut, mais soi-même travailler, avoir le sens du détail. On dit souvent du MMA qu'il faut un côté sauvage et un côté technique. Toujours. Tu confirmes ça? C'est le juste milieu qu'il faut. Quand on est trop technique, ça donne comme pour mon premier combat, on réfléchit trop, on veut trop bien faire. Ensuite, trop sauvage, du coup, ça donne comme mon dernier combat. Et voilà, quand il y a le juste milieu, ça donne comme toutes les autres victoires que j'ai eues. Du coup, même pour passer une technique, faut revenir à ce qui est naturel. Ça reste du combat. Et naturellement, quand on combat, faut l'intention de. Et quand on met l'intention et en plus la bonne décision, on prend la bonne décision, c'est bon. Il y a un juste milieu à trouver. Tu as un combat de prévu prochainement? Ouais, donc février, normalement en février. Ouais. Okay. À Arès, si tout se passe bien, normalement en février à Arès. Je sais que ton objectif numéro 1, c'est d'être champion UFC. Alors, comment tu vois l'avenir? Et est-ce qu'on va te revoir à l'Arès? La réponse est oui. Ouais. Okay. Donc, ce qui est bien avec Arès, c'est que on peut faire des combats avec des gars vraiment très forts. Même parfois, on peut faire venir des gars qui ont des ceintures dans d'autres organisations. Donc ça, c'est très bien. Après, le fait que ce soit sur l'UFC Fight Pass, c'était grâce à ça que l'UFC était intéressé par moi déjà avant mon combat. Là. Ça tirait pas mal d'audience. Voilà, c'est ça. Et si je combats dans certaines autres organes, comme par exemple au PFL, ils n'ont pas les chiffres. Donc c'est compliqué. Donc plus je combats à Arès, mieux c'est pour que je puisse passer à l'UFC. On te souhaite, en tout cas, on te souhaite la victoire. Merci beaucoup. Et on sera là pour te soutenir. Et le mot de la fin, si tu devais choisir un mot précis, ce serait lequel? Le mot précis, c'est le no blabla. Souvent, on pensait que c'était que pour mon combat, mais en fait, c'est moi dans la vie de tous les jours. C'est un petit slogan qui correspond, c'est travailler, se donner les moyens d'avancer. Et tout ce que l'on puisse dire, que ce soit soit qui parle des autres ou bien les paroles que les autres nous sortent, ça c'est pas l'important. L'important c'est les actions.
Et voilà, les choix que l'on fait. Voilà. Merci à toi, Jordan. Et bonne Merci à continuation. À très Merci vite. beaucoup.